Comment l'Afrique, véritable Eldorado en matière de ressources naturelles, peut-elle devenir une puissance incontournable du XXIe siècle? Cédric Achille Mbeng-Mezui nous formule des pistes de solutions dans son dernier livre, Géoéconomie des minerais stratégiques dans le bassin du Congo, paru aux éditions VA en avril 2024. Bonjour et bienvenue dans l'État-Afrique. Et bonjour, messieurs, Cédric Achille Mbeng-Mezui. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Alors, vous êtes expert financier, fonctionnaire international, auteur de plusieurs livres et articles qui vous ont valu d'être le lauréat du prix international Imhotep en 2014. Félicitations. Merci. Alors, commençons par le titre de votre livre, La géoéconomie. Pourriez-vous nous donner une définition de ce terme et pourquoi cette discipline est essentielle pour comprendre l'économie africaine et pour favoriser son développement? Merci pour l'opportunité. Géoéconomie, pourquoi? Parce que nous voulons insister sur les aspects économiques et commerciaux au niveau des relations internationales, au niveau des relations de l'Afrique avec le reste du monde. Nous assistons à un bouleversement des plaques tectoniques géopolitiques à travers le monde. On voit les États-Unis avec l'IRA, Inflation Reduction Act, pour favoriser davantage de production de biens et services aux États-Unis. On voit l'Union européenne avec le Critical Mineral Act, on voit le plan industriel, on voit la BITD européenne et on voit les BRICS qui s'organisent. L'Afrique assiste à tout cela et nous souhaitons que l'Afrique se focalise sur les relations économiques et commerciales pour pouvoir booster la croissance économique. Donc effectivement, c'est une discipline qui relie l'économie et aussi la géographie politique d'un territoire, et notamment à travers de l'allocution de ces matières premières. Ici, nous souhaitons que les matières premières stratégiques soient le levier par lequel les Africains vont devoir mobiliser les technologies d'avenir. Donc là, comme vous l'indiquez dans votre livre, qui est bien le sujet total, c'est le bassin du Congo possède de minerais stratégiques, possède un énorme potentiel économique grâce à ces minerais stratégiques. Donc d'abord, quels minerais s'agit-il et en quoi sont-ils stratégiques? Alors, j'ai travaillé sur plus d'un siècle en regardant la dynamique des minerais stratégiques des pays les plus industrialisés, notamment les États-Unis, l'Europe et certains pays asiatiques. Lorsqu'on regarde cette dynamique, on voit que les minerais sont au cœur de la transformation des biens et services, notamment au niveau industriel, que ce soit des avions, au niveau des ordinateurs. On a besoin de ces minerais pour transformer des biens et services. Alors, l'Afrique a besoin de passer aussi, au lieu de rester en tant qu'exportateur de matières premières, l'Afrique a besoin de monter, de progresser dans la chaîne de valeur pour produire sur le continent aussi des biens et services qui permettent aussi de fournir un bien-être à nos populations. Alors, on a identifié 10 minerais. Alors, j'ai regardé la liste des 10 minerais stratégiques de tous les grands pays et j'ai regardé les minerais qui sont disponibles dans le bassin du Congo. Et sur cette liste, on a identifié une dizaine, et je peux aussi citer 5 pour laisser aux lecteurs l'opportunité de lire le livre. On va parler du cobalt, qui est indispensable à la fois pour les aimants permanents, aussi pour les ordinateurs et pour les technologies d'avenir. On peut parler du cuivre, qui est important, on peut parler de l'or, on peut parler de la bauxite et bien d'autres. Le manganèse, par exemple, aussi, qui est très présent dans la sous-région. Donc, ces minerais, notre souhait est de voir les pays de la sous-région, donc les 6 pays de la CEMAC plus la RDC, donc ces 7 pays, mettre une législation commune pour gérer ces minerais, pour faire en sorte que les technologies qui utilisent ces minerais pour fabriquer des biens et services soient implantées dans cette sous-région. Donc l'enjeu est vraiment d'industrialiser et trouver un fond de gouvernance pour cette région. C'est exactement ça. D'où vient donc votre proposition qui est la BITD, donc la base industrielle technologique de défense duale, qui vont donc favoriser ce que vous avez défini comme critère, les 3 S, donc les trois sécurités, donc la sécurité économique, sécurité des territoires et sécurité des personnes. Tout à fait. Alors, il faut voir ce projet sur une trentaine d'années.
parce que si on regarde comment les autres régions, les autres pays, comme la Turquie, comme la Corée, ont pu mettre en place une BITD, c'est sur à peu près 30 ans. Il faut que nous nous projetons sur 30 ans, mais la BITD a des implications sur d'autres secteurs de la vie économique, notamment l'acquisition technologique, la formation des ingénieurs, la formation des techniciens et aussi un investissement dans la recherche. Il faut bien sûr que les minerais nous aident à protéger nos économies. Nous sommes dans un contexte de guerre économique. Il faut que nos minerais nous aident à avoir les armes qui nous permettent de sécuriser nos territoires aussi. Vous voyez, aujourd'hui, on fabrique des drones un peu partout. Il faut que notre région arrive à mobiliser cette technologie pour avoir des drones et d'autres technologies au niveau de notre sous-région. Il s'agit aussi de la sécurité des personnes, parce que nous voyons le problème avec certaines tensions au niveau de la sécurité. Il faut assurer cette sécurité au niveau des États, au niveau des personnes, et aussi apporter de l'emploi. C'est ce qui va permettre effectivement de garder notre jeunesse sur le continent. J'aimerais juste poser une question sur le côté environnemental. Parce que quand on industrialise un territoire, il y aura toujours quand même des dégâts écologiques qui viennent avec. Donc, est-ce que dans ce système de BITD dual, on va arriver aussi à protéger, ou au moins minimiser les dégâts environnementaux dans cette région? Oui, tout à fait. Alors, dans les produits que je propose, notamment au niveau du secteur financier, je parle par exemple de Clean Cobalt Bond. C'est-à-dire qu'on va exploiter le cobalt, mais on va utiliser les méthodes qui protègent l'environnement. On va s'assurer que la chaîne d'industrialisation respecte les normes environnementales. C'est ce qui va donner la possibilité aux investisseurs internationaux d'être sur place, de participer à centres financiers orientés sur les minerais stratégiques que je souhaite dans la sous-région. Donc, face à ce défi, quel système financier proposez-vous? Ici, dans le livre, au chapitre 3, je propose de créer une nouvelle architecture du secteur financier dans la sous-région. Ici, il faudra une banque centrale commune aux 7 pays, il faudra une monnaie indexée à un panier de devises, il faudrait bien sûr de nouvelles institutions financières, un fonds souverain régional et bien sûr un centre financier qui est orienté sur les minerais d'avenir. À votre sens, ce modèle financier industriel, est-ce qu'on peut l'entendre partout en Afrique? Ou faut-il bien penser à des systèmes différents pour chaque caractéristique des régions économiques, pour chaque région? Ce qui est certain, c'est que nous n'avons pas les mêmes minerais dans toutes les régions du continent. Il faut l'adapter. Il est important de penser à des centres financiers, mais il y a déjà des régions qui sont bien avancées. On regarde la zone australe avec l'Afrique du Sud qui est un pilier important. On regarde l'Afrique de l'Ouest au Nigeria qui est aussi un acteur très important. Donc je pense que ce qui manque un peu, c'est cette sous-région du bassin du Congo, l'Afrique centrale, qui manque de dynamisme au niveau d'une réforme de l'architecture financière. Donc oui, il faut un système financier différent dans toutes les régions, mais au niveau du bassin du Congo, il faut vraiment l'orienter sur ce qui nous permet d'acquérir des technologies. Juste pour revenir sur les systèmes financiers que vous avez évoqués, quels défis ou quel type de coopération voyez-vous avec les investisseurs étrangers? Oui, alors le centre financier que nous souhaitons va servir cela. C'est-à-dire qu'il faudrait permettre de donner les normes internationales dans ce centre financier qui permettront, faciliteront les grands groupes, leur implantation au niveau du bassin du Congo avec une réglementation qui est semblable à ce qui se passe dans les grands centres financiers comme à Hong Kong, comme au Singapour et ailleurs, pour attirer ces investisseurs au niveau local, ces institutions financières au niveau de la zone CEMAC, sachant que les matières premières d'avenir sont sur place. Donc, il y aura donc aussi un côté diplomatique, n'est-ce pas, avec ce centre? Bien sûr. Comme vous avez évoqué dans le livre, il y aura 4 langues, je pense, qui seront parlées. Oui. Donc l'anglais, français, arabe et quelque chose d'autre. Oui, parce que en fait, le bassin du Congo a la particularité d'avoir 4 langues internationales. On parle français, on parle anglais, on parle espagnol et on parle arabe dans cette sous-région. Et si on intègre plus tard Sao Tomé et Principe, on peut même avoir le portugais. Donc ça facilitera effectivement les échanges et la coopération. Selon vous, aujourd'hui, est-ce que les politiques monétaires conventionnelles sont-ils suffisamment innovantes pour soutenir les propositions que vous avez évoquées dans le livre? Pas vraiment. Il faut dire que le système de politique monétaire que nous avons aujourd'hui, qui est un peu, je veux dire, la religion des banques centrales depuis le début des années 80, donc une banque centrale indépendante, une inflation qu'on surveille qui doit être toujours entre 2 et 3%,
des taux directeurs comme principal instrument de politique de banque centrale, voici un peu ce qui est vu comme la norme internationale depuis le début des années 80. Les dernières crises, depuis 2008, montrent que cette approche présente des limites. Moi, j'ai étudié un peu la politique des banques centrales sur plus de 200 ans. Et lorsque je regarde tout ce que les autres pays ont fait, notamment les pays aujourd'hui industrialisés, ce n'est pas cette approche qui a été utilisée. C'est pourquoi je pense que nous devons passer sur une autre approche. Regardez, nous sommes dans une période d'inflation élevée dans de nombreux pays qui est provoquée notamment par des politiques monétaires expansives pendant plusieurs années. Et nous avons vu aussi avec l'invasion russe au niveau de l'Ukraine, tout cela amplifier le niveau de l'inflation. Mais quand les banques centrales sur le continent, notamment dans la sous-région, décident de lever les taux directeurs, c'est pour lutter contre quelle inflation? Une inflation provoquée à l'extérieur que nous n'avons pas provoquée. Alors nos problèmes sont différents. Nos problèmes sont des problèmes d'offres. Nous avons une faible capacité de production. Nous avons besoin d'augmenter notre production. Donc ce n'est pas à imiter les politiques développées par les pays industrialisés. Nous devons avoir une approche qui permet de booster la production au niveau local. Donc là, quel rôle devraient jouer les États? Les États, justement, lorsque nous mettons en place 7 pays, en mettant en place une législation commune pour des minerais, 10 minerais stratégiques, les États doivent mettre en place des institutions financières qui permettent de gouverner cela. Et il faut la bonne gouvernance, et il faut bien sûr mettre des institutions solides pour permettre de faire avancer cet agenda. Dans ce monde un peu multipolaire, disons, quel rôle pourrait jouer dans les institutions intergouvernementales comme BRICS, qui se définissent un peu comme un alternatif à l'ordre occidental? Est-ce qu'ils peuvent plutôt favoriser le développement économique de l'Afrique ou le restreindre, à votre avis? Alors, ce que j'ai dit justement en entame de notre échange, les BRICS, la zone euro, les États-Unis et les autres blocs sont pour nous des opportunités de coopération. Si les BRICS sont disponibles pour nous permettre d'acquérir des technologies, pour nous permettre d'acquérir des financements, nous ouvrons cette porte et nous pensons que c'est vers cette voie qu'il faut aller. Mais nous ne fermons aucune porte parce que ce qui est important pour nous au niveau du continent, c'est d'acquérir la technologie, c'est d'acquérir l'expertise, c'est d'avoir nos industries contribuer aux chaînes de valeur internationales pour la production des biens et services. Alors, en parlant de potentiel humain, n'est-ce pas, l'Afrique a quand même un capital humain considérable, avec une projection de 2,5 millions d'habitants d'ici 2050. Donc 40% seront des jeunes, donc ils auront moins de 15 ans, c'est la projection. Oui. C'est quand même énorme. Énorme, oui. Donc comment peut-on mobiliser ce potentiel pour le bien du continent? Oui, alors, il faut déjà dire que si on regarde des projections statistiques, l'Afrique comptait 100 millions de personnes au 19e siècle. Autour des indépendances, 50-60, nous sommes entre 300 millions d'habitants. Là, nous sommes à peu près à 1,4. Nous allons passer à 2,5. Donc nous voyons que notre population évolue, double tous les 25 ans. Et c'est un potentiel énorme. Lorsque vous avez, dans 20 ans, 50% de la jeunesse mondiale qui sera africaine, c'est vraiment un potentiel énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons la capacité de travail sur le continent. Ça veut dire que nous avons la capacité de consommation, 2,5 milliards de consommateurs. Donc l'essor de nos multinationales qui vont commercer au niveau d'Afrique et exporter à travers le monde. Nous avons la capacité d'innovation, parce que là, vous avez des jeunes, ça veut dire que vous avez une capacité immense d'innovation. Donc c'est cette Afrique-là que nous sommes en train de voir, et je pense que cette volonté de voir plus de formation pour nos jeunes, pour des débouchés, pour nos chercheurs, tout cela va permettre de créer un environnement favorable. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des énormes défis, n'est-ce pas, pour garder les jeunes, notamment, par exemple, le drainage de cerveau, comme on dit. Donc, comment on peut lutter contre ces enjeux? Est-ce qu'il y aura des mécanismes en place pour lutter contre ça? Oui, alors, tant que l'Occident et les autres régions du monde auront une meilleure croissance et un meilleur niveau de développement, les meilleurs sur le continent auront toujours tendance à partir. C'est pourquoi les propositions de ce livre vont dans le sens de créer la richesse localement, de transformer l'économie localement pour que ces cerveaux restent et surtout que nous soyons capables de mobiliser l'expertise internationale pour venir sur le continent.
parce que ce n'est qu'en mettant les intelligences ensemble que nous pourrons créer une prospérité sur le long terme. Ce livre, vous l'avez décrit comme une continuation de vos livres précédents. Par exemple, en 2017, vous avez écrit dans votre livre « Financer l'Afrique » que l'Afrique est le créancier du monde. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec cette phrase? Et dans 7 ans, donc aujourd'hui nous sommes en 2024, quel changement constatez-vous dans le développement économique de l'Afrique, surtout dans sa capacité de créer un écosystème souverain industriel? Alors, l'Afrique est créancière nette du reste du monde, dans le sens où les capitaux qui sortent de l'Afrique dépassent les capitaux que l'Afrique reçoit. Et cela continue. J'en ai parlé en 2017, c'est toujours vrai aujourd'hui lorsqu'on regarde les comptes offshore des résidents du continent, lorsqu'on regarde les flux financiers illicites, lorsqu'on regarde un certain nombre d'investissements qui sortent du continent, oui, effectivement, nous sommes toujours créanciers nets du reste du monde. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut effectivement créer des systèmes financiers stables et performants, comme celui que je propose au niveau du bassin du Congo, pour permettre de garder les capitaux localement. Vous savez, tout ce qui est industrie extractive est souvent un drainage de capitaux vers l'export. Il faut que nous arrivions plutôt à faire en sorte que les minerais servent à avoir les capitaux localement pour participer à la transformation de nos économies. Donc, pour le bassin du Congo, donc, où il y a tous ces minerais stratégiques, qu'est-ce qu'il y a actuellement comme infrastructure qui crée déjà des emplois ou qu'on peut augmenter, dont on peut augmenter pour le bien de la région, sur lequel on peut construire? Oui, alors il y a des projets déjà d'interconnexion au niveau du secteur énergétique. Les projets ne vont pas à la vitesse que nous souhaitons, mais ces projets sont là. On parlera par exemple d'Inga, Inga qui est un barrage au niveau de la RDC qui peut alimenter en énergie tout le continent. Donc voilà déjà un point sur lequel nous pouvons aller ensemble comme 7 pays pour booster la production énergétique pour l'ensemble du continent. Il y a des projets routiers qui sont en train d'avancer, faire en sorte que les pays soient reliés par des routes. Et il y a des projets de chemin de fer. Donc tous ces projets existent. Certains sont déjà à un stade avancé. D'autres cherchent encore à mobiliser des financements pour les études et faciliter le développement des régions. Nous avons aussi des projets agricoles entre différentes régions. Tout cela sont des zones économiques spéciales, notamment sur les minerais et aussi des zones sur l'agriculture. Tout cela participe à cet écosystème vertueux que nous voulons booster. Dernière question. On entend des théories très contradictoires au sujet de l'avenir de l'Afrique, soit catastrophiques, soit bêtement optimistiques. Alors, comment vous voyez l'Afrique, l'avenir de l'Afrique en 2050, disons? Moi, je dirais que je suis réaliste, parce que je parle d'une Afrique que je connais. J'ai été physiquement dans près de 49 pays en Afrique. J'y vais souvent et je suis dans certains pays plusieurs fois. Donc je parle d'une Afrique que je connais. Je suis un portefeuille de plus de 100 projets dans différents secteurs à travers le continent. Donc l'Afrique dont je parle, c'est une Afrique que je connais et qui est en train de se transformer. Donc il ne s'agit pas d'être pessimiste ou optimiste, mais il s'agit de parler de la réalité. Plusieurs gros projets du NEPAD sont en train d'être réalisés. Dans une dizaine d'années, nous allons voir qu'il sera possible de faire par la route l'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest, de voir les chemins de fer qui se relient, de voir comment certains pays mettent ensemble des zones économiques spéciales. Tout cela est en train de se faire. C'est vrai, nous voulons que ce soit plus rapide, mais c'est en train de se faire. Et j'ai foi en la capacité des Africains à prendre en main leur avenir pour changer un peu le narratif sur notre histoire. Merci beaucoup, Monsieur Cédric Achille-Mbemezwi, d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Pour parler de votre livre, donc, je rappelle, c'est Géoéconomie des minerais stratégiques dans le bassin du Congo, paru aux éditions VA, qui est disponible aujourd'hui dans les librairies, j'imagine, et aussi en ligne. Donc, merci aussi à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine. Merci. Okay.